Aujourd'hui, on est juste après un gros bouclage, le 5e dossier CNRS pour ma part. J'ai déjà parlé des dossiers sur cette chaîne. On va plutôt profiter de l'état d'extrême fatigue qu'amène ce genre de bouclage. C'était tout à l'heure à 13h pour faire, peut-être enfin, mon coming out scientiste. Alors évidemment, je le dis avec pas mal d'humour, mais cette question de science, militantisme, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui est rationnel, qu'est-ce qui va pas l'être, elle est vraiment compliquée. Ici, on l'a compris, je parle en tant que personne qui est scientifique par ailleurs. Ces vidéos-là ne sont pas des vidéos scientifiques, elles sont plutôt, parce que on peut pas improviser la science par définition, mais elles sont quand même les vidéos d'une personne qui est dans cet habitus permanent de la méthode scientifique, dans un champ très particulier, qui est celui de ma spécialité. Ça hyper important, et il se trouve qu'un des pans de ce champ dont je suis spécialiste, c'est la science, qui dit comme ça a l'air d'être extrêmement ambitieux. En fait, plus précisément la scientificité, les modes de scientificité, et moi plus spécifiquement je travaille sur des transferts d'objets scientifiques, de savoir scientifique, dans des textes le plus souvent littéraires. Ça c'est vraiment ce champ qu'a fondé Michel Pearsens, qui s'appelle l'épistémocritique, mais voilà, j'élargis un peu cette approche pour prendre en compte des savoirs qui seraient proprement littéraires, pour réfléchir à de l'invention de savoir dans les textes. Donc c'est quand même une question qui me préoccupe beaucoup, et qui me préoccupe d'autant plus que moi, mon objet d'étude, les critères de mes corpus de texte actuellement, c'est le féminisme. Au niveau de mon postdoc, de cette candidature au CNRS, de ce qui me préoccupe majoritairement, je m'intéresse à un féminisme du 19e siècle. C'est quelque chose que j'élargis de plus en plus, notamment parce que là, voilà, récemment, ça c'est pour vous poser le d'où je parle. Hein. J'ai fait un article récemment sur Chloé Delhomme, et donc la littérature féministe et la sororité de Chloé Delhomme dans ses derniers textes, dans ses derniers romans, Depuis mes bien chères sœurs. Voilà, donc là j'ouvre un peu cet empan temporel, et là je vais essayer de livrer quand même quelques réflexions sur ces questions donc de science, de scientisme, de militantisme, qui sont nourries par les réflexions avec mes collègues, amis, depuis longtemps, notamment des discussions récentes avec mon amie Eva Belgerbi, avec mon amie Vanina Mosiconacci, qui sont en histoire de l'art, en philosophie, dans des champs comme ça très différents, avec mon ami Clément Dessy. C'est quand même des questions qui reviennent beaucoup, là, au niveau de mon dossier scientifique, etc. Là, évidemment, je vais parler en mon nom propre, hein, de ces questions-là, et qui sont nourries, en fait, par un contexte politique qui est quand même assez inquiétant, qui est clairement celui d'une bascule vers le fascisme. Et il ne faut pas se dire que la bascule, elle va forcément se faire avec un événement, elle se fait par beaucoup d'événements, dont celui, là, en ce moment, du harcèlement des gens qui ont trinqué place de la République mardi dernier pour la mort de Jean-Marie Le Pen. Soutien évidemment aux camarades. Puis moi aussi, j'étais mardi. Donc là, voilà, j'étais pas en tant que scientifique, là, j'étais en tant que moi-même. Qu'est-ce qui se passe, et pourquoi vraiment ce coming out scientiste en tant que féministe, en tant que scientifique? Le scientisme, est-ce que c'est scientifique? Est-ce que la science, ça va avec le militantisme? Et si je dois choisir entre science et militantisme, je choisis quoi? Les femmes ou la science? Ça, c'est vraiment toutes les façons dont on peut poser un problème qui, à mon avis, doit se poser autrement. C'est-à-dire que, en gros, pour remonter un peu le temps, là, moi j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises sur cette chaîne, cette question de femmes et sciences, elle est particulièrement complexe, et elle va nourrir autant des courants comme ceux de la libre pensée au XIXe siècle, donc qui est vraiment un courant athée, hein, et qui est pro-laïcité, qui existe toujours, mais qui est vraiment un courant très XIXe. Donc là, on est sur des courants anticléricaux. Ça passe par des défiances très très majeures de beaucoup de féministes, notamment femmes, parfois par identification, vis-à-vis de la science dominante, considérée souvent aussi comme misogyne, maltraitante. Et ça, ce sont des choses qu'on a dès le XIXe siècle. On a énormément de femmes dans les mouvements anti-vivisection et animalistes, pas uniquement des femmes, et l'histoire de ces mouvements est très compliquée, parce qu'en fait, vous pouvez avoir des mouvements qui sont... la SPA, à un moment, elle est contre
donc la maltraitance animale, mais qui va être celle des souffrances imposées aux animaux, et notamment le spectacle de la souffrance des animaux. Donc on va interdire, par exemple, l'exécution des animaux dans la rue. Ça, c'est la loi Gramont, je crois que c'est 1853 ou 1851. Et c'est là, en fait, où on ferme... parce qu'on exécutait les animaux dans la rue, en fait. Et quand je dis exécuter, c'est qu'on les égorgeait. Et ça, on l'arrête, on interdit les combats d'animaux, mais on garde toujours la chasse à courre, parce qu'en fait, l'idée, c'est que la cruauté envers les animaux ne doit pas amener à un spectacle qui susciterait la cruauté ou les révoltes populaires. Mais en tout cas, ça pose comme ça des questions de manière très frontale, et on a des féministes tout au long du 19e siècle qui sont anti-sciences. Et qui sont anti-sciences de plein de façons qui sont complètement compréhensibles. Pour cette question de la cause animale, pour la question des vaccins, parce que le coût animal des vaccins, parce qu'on sacrifie les animaux, semble absolument démesuré par rapport au gain. Bon, ben là, moi, je veux dire que là, pour le coup, il me semble que le gain pour l'humanité, au moins, et aussi pour les animaux, a été largement rattrapé, mais enfin, c'est... Voilà, ça, là, c'est mon avis. Et là, on est sur des calculs de balance bénéfice-risque, voilà, qui reposent notamment sur du spécisme, très clairement. Donc on a des mouvements anti-vaccins au 19e siècle, et dès le vaccin contre la rage de Pasteur. On a vraiment comme ça des mouvements extrêmement forts, qui parfois sont religieux, parfois pas. Et donc qui vont être aussi des fois ésotériques ou pas, des fois les parasciences ou l'ésotérisme sont pensés comme un renouvellement, une rénovation des sciences, parfois pas. Ça fait partie des choses que je veux vraiment étudier de plus près, c'est trouver comme ça, alors non pas des origines complètes, parce qu'en fait ça ce sont des questions qui sont très anciennes, mais des espèces de généalogie, des étapes de comment on en vient à avoir des mouvements qui sont souvent pas mal féminins, qui peuvent se réclamer féministes, et qui peuvent être anti-sciences. Parce que pour moi, ça va pas de soi, mais comme il ne va pas forcément de soi de considérer la science comme une voie d'émancipation, notamment quand vous êtes assigné à la nature et la nature scientifique au nom de d'une connaissance à laquelle vous n'avez pas accès et qui va être violente. Donc là, en fait, il faut aussi prendre en compte cette immense complexité de l'histoire de la science, et notamment du fait que les femmes sont exclues de la diplomation, des activités scientifiques, de la production de savoir scientifique, et ça a des conséquences même sur la science elle-même, en plus des femmes évidemment. Et cette exclusion des femmes, elle va amener évidemment des défiances, aussi des envies, donc ça c'est toute l'espèce de bataille de l'éducation du 19e siècle, mais elle va aussi amener des mouvements de rejet assez massifs, et pour cause. Je veux dire, quand vous êtes un objet d'expérimentation qui a juste le droit de fermer sa gueule, et dont on va démontrer plus ou moins scientifiquement la moindre valeur, il y a quand même des questions à se poser. En fait, là, il y a plusieurs choses à prendre en considération. Il y a vraiment une science misogyne qui est ancienne, mais qui, en fait, est plus misogyne quand elle se modernise, et ça, c'est notamment un mouvement que l'on voit au tournant de 1800, entre le 18e et le 19e siècle, où on peut constater que le politique précède, d'assez peu, mais précède le scientifique, c'est-à-dire qu'on a vraiment un moment, ça j'en avais parlé, ça avait été un conseil de Vanina, dans La nature à l'ordre du jour, le texte incroyable de Colette Capitan, sur les années 1793-1795, mais qui est plus large, qui parle aussi de Rousseau, de Locke, de Sade, mais qui montre bien comment, au nom d'une même nature, on peut, sur 2 jours, proclamer l'abolition de l'esclavage, je suis complètement d'accord évidemment, et l'allaitement obligatoire des femmes, au nom d'une même nature, qui donc va être émancipatrice d'un côté, et une assignation, une obligation de l'autre. Ce qui nous montre bien quelque chose d'évidemment contradictoire, mais aussi de changeant sur le rôle que l'on fait jouer à cette nature. Il y a un jalon qui est très important pour comprendre les ambivalences de ce 19e siècle, et là il vient de sortir un livre de Paul Petitier qui s'appelle La pensée sorcière, je crois, sur Michelet. Celui-là, je ne l'ai pas encore lu, il y aura une sortie librairie, je crois que c'est à l'Harmattan, fin janvier ou quasi fin janvier. Je vais essayer d'y aller. Et on a en ce moment le livre de Michel Zancarini-Fournel que j'ai commencé à fêter mais que je n'ai pas encore lu, sur les sorcières, donc ils viennent vraiment remettre en question ce qui est un genre de mythe féminisme de la sorcellerie.
on va revenir un peu, j'ai déjà fait une vidéo sur la sorcière de Michelet, c'est un livre qui est très important parce qu'en fait il est un jalon complet dans l'histoire d'une certaine forme d'essentialisme et de mise en place d'une assimilation, d'une équivalence entre des savoirs non scientifiques et des femmes. Et cette équivalence, elle se fait aussi au nom de la nature, et elle passe par cette espèce d'allégorie transséculaire de la sorcière dans le livre, je crois que c'est 62, le livre de Michelet, c'est-à-dire 1800 évidemment. Michelet est un historien du 19e. C'est-à-dire que la sorcière, en fait, est l'incarnation plus ou moins incarnée, enfin incorporée, dans une femme qui rappelle vraiment Orlando, hein, de Virginia Woolf par exemple. Hein. On n'a pas cette question de changement de sexe, mais sur cette espèce d'existence transséculaire, qui est une existence à la fois réelle et allégorique, avec un statut absolument indiscernable. Et en fait, la sorcière arrive de l'Antiquité, elle est présentée comme faisant réellement des sabbats, mais avec un statut des savoirs qui vont devenir romancés en partie, mis en scène. Mais mise en scène, on ne sait plus si c'est le mythe qui est mis en scène ou si c'est quelque chose de l'ordre d'une réalité historique. Et cette ambivalence, elle est précieuse et elle correspond complètement à ce que Claude Millet appelle le légendaire pour l'époque, c'est-à-dire quelque chose qui a mis chemin entre le mythe et l'histoire et qui va aussi nourrir les imaginaires. Et cette sorcière, en fait, dans La sorcière de Jules Michelet, elle est à la fois en opposition avec l'Église, qui l'opprime, et donc littéralement le clergé, et avec une autre figure à laquelle elle donne d'abord naissance, qui est la science moderne. Et ça, le passage pour Michelet, il se fait par la figure d'Ambroise Paré, qui est formé par des sorcières, et qui en même temps met en place, établit une forme de science moderne, de médecine moderne, et donc va amener cette espèce de conversion, et bien sûr que c'est une figure d'homme. Et que le fait que ces questions, donc la sorcière chez Michelet, évidemment, est une femme. Parce que elle a cette assimilation à la nature qui est permanente chez Michelet, mais qui vient pas de lui, mais à laquelle Michelet va vraiment donner une forme. Et en même temps, on a cette espèce de... quelque chose qui avait été assez compliqué pour mes étudiantes de L3 il y a quelques années, quand j'avais enseigné ce livre, qui est que, en fait, ce n'est pas une opposition binaire, mais un trouble, quoi. Enfin, on a un triplet conceptuel, et donc où tout s'oppose, mais en naissant aussi les uns des autres. Et pour avoir des rapports comme ça au savoir qui sont à la fois magiques, et dont la magie est à la fois pas réelle et réelle. Donc dans une espèce de tension ontologique romanesque assez étonnante, c'est un texte magnifique. Bon, c'est un texte qui est aussi très essentialiste, et qui en même temps est à la fois émancipateur, valorisant. Cette figure, elle est assez belle, par exemple, et qui en même temps, moi, me semble assez essentialiste en enfermant dans un genre. Et en même temps, ce n'est pas un texte qui va dire que toutes les femmes sont des sorcières, mais qui va quand même assimiler la sorcellerie, on va dire globalement aux femmes, ou en fait à quelque chose qui pour moi n'existe pas, mais au féminin, à une certaine essence. Et notamment par cette distinction, en fait, entre un logos et des savoirs qui ne seraient pas scientifiques, ces savoirs non scientifiques étant plutôt, alors, entre le doux et le dur, mais même plutôt féminins. Et ça, c'est quelque chose en fait qui a vraiment nourri, directement ou indirectement, une espèce de pensée des savoirs non scientifiques et aussi une certaine défiance par rapport aux sciences. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est à la fois un acquis et qui en même temps est très complexe à démêler, c'est-à-dire qu'il y a une valorisation de savoirs fondés par exemple sur des intuitions jusqu'aux horoscopes, mais avec un continuum où les limites ne se mettent pas au même endroit pour tout le monde, bien sûr. Et qui vont avoir une défiance plus ou moins grande face à la science, et ça dépend quoi de la science. Est-ce qu'on parle du nucléaire? Est-ce qu'on parle des vaccins? Est-ce qu'on parle des antibiotiques? Est-ce qu'on parle de la surmédicalisation? Est-ce qu'on parle de l'acharnement thérapeutique? Est-ce qu'on parle de l'expérimentation animale? Est-ce qu'on parle d'expérimentation humaine? Et en général, une des caractéristiques de tout ça, c'est de ne pas être explicité pour la plupart des gens. Donc c'est quelque chose d'un peu flottant, et donc en fait on a tendance au stade des opinions à solliciter tel ou tel type de discours qui sont quand même assez imaginatifs sans forcément qu'il y ait une réflexion et des distinctions très nettes derrière. En fait, on a quelque chose d'un peu réflexe, des intuitions, des pré-modelages discursifs qui nous font parce qu'ils sont d'époque et voilà, qu'on va pas avoir forcément démontré personnellement, non pas qu'il faille tout démontrer personnellement, ce n'est pas possible,
mais qui ne sont pas forcément aussi réfléchis en tant que totalité. C'est déjà pas la réflexion, on va dire, en système, avec quelque chose d'une colonne vertébrale, d'un système moral, d'un système épistémologique, de construction de savoir, ou avec un vrai et un faux, que l'on peut, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de nuance, hein, mais si rien n'est jamais ferme ni sûr, bah, vous n'avez pas de colonne vertébrale en fait. Si tout est soumis au doute, il y a quand même ça fait qu'on a une porosité d'adhésion à peu près tout ce qui peut se raconter. Et c'est quand même passionnant. Bon, cette vision, cette figure de la sorcière, elle nourrit directement, indirectement cette possibilité de savoir présenté comme émancipateur, en tout cas potentiellement, qui serait spécifiquement féminin, souvent, pas toujours, et aussi de savoir que sorcier, pas toujours deux sorcières, mais para ou anti-scientifique, ou en opposition, ou en défiance, ou en méfiance de savoir de la science. Voilà. Ça, en fait, c'est notre contexte un peu global, mais c'est pas un contexte récent, c'est un contexte qui a au moins 2 ou 3 siècles et qui est lié. Alors, la science moderne, on considère que c'est à peu près théorisé au XVIIe siècle, avec Francis Bacon, qui pose plein de problèmes. Avec René Descartes, plein d'autres problèmes, qui se recoupent, hein. Voilà. Et là, en fait, plus récemment, ce qu'on va avoir, c'est aussi une espèce de remise en question, notamment par les théories du standpoint, du point de vue, les épistémologies féministes, qui ne sont pas toutes du standpoint, pour aussi montrer comment, aussi bien en sociologie qu'en philosophie que dans la constitution des sciences, il y a des biais, notamment sexistes, notamment misogynes, notamment racistes, notamment classistes, etc. De manière absolument flagrante, ça c'est ce que l'on va considérer quand on va voir que les protocoles expérimentaux, par exemple, excluent les femmes parce que les femmes cis, parce que les cycles hormonaux sont trop difficiles pour prendre en compte les effets des médicaments, comme si les femmes ne se médicamentaient pas. Voilà, ça c'est un vrai problème, c'est assez étudié, etc. C'est pas encore beaucoup résolu. Les biais qu'il peut y avoir en médecine, en sciences, etc. sur considérer le statut des femmes, des points aveugles en sociologie, ça c'est des choses qu'on a beaucoup. Chez Delphi, chez Guillaumin, chez Nicole-Claude Mathieu, chez Claire Michard, tous les hommes du village partir, nous laissant seuls avec les femmes et les enfants, bah alors l'observateur, ici Lévi-Strauss, n'est pas seul. Voilà. Ça, c'est vraiment du point aveugle. Mais c'est un point aveugle, c'est une cécité, on va dire, interprétative, et encore le terme de cécité a une forme de validisme en lui. En tout cas, c'est on va dire une œillère. Une œillère, c'est pas forcément de l'ordre du handicap. Il y a quelque chose qu'on ne voit pas, et qui se manifeste quand on le lit, mais il faut apprendre à le lire. Ça, c'est par exemple une des démarches féministes. Donc il y a quelque chose qui s'est passé dans ces dernières décennies, qui s'est déjà passé au XIXe siècle de façon très différente, mais pour laquelle je ne peux pas trop parler en détail parce que c'est un gros travail que je n'ai pas fait. D'autres ont fait des ébauches, mais qui est de valoriser des savoirs non scientifiques, souvent rattachés aux femmes. En tout cas, au féminin. Moi, je vais rappeler que je ne crois pas aux essences et je ne crois pas que le féminin existe, et je ne pense pas que les femmes soient définies par le féminin, pas plus que qui que ce soit. Mais j'ai quand même tendance à me dire que quand on parle du féminin, il y a un piège quelque part. Bon. Et ça, c'est quelque chose d'assez important à comprendre. Et en fait, la valorisation de savoirs non scientifiques, elle permet aussi de laisser des voix à d'autres personnes, ce qui, évidemment, je travaille en tant que littéraire, la question des voix, elle me parle énormément, ou des textes. Et ça répond à la question de Gayatri Spivak, les subordonnés peuvent-ils parler ? Peuvent-elles ? Mais la réponse de Spivak, elle est assez dure. Oui, mais on ne les écoute pas. Mais il y a voilà, cette question donc de que faire de voix et de savoir minoritaires, comment prendre en compte des transmissions, des transferts, des influences non scientifiques. Et c'est une question qui est majeure. Alors, pour le coup, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que science militantisme à partir de là, ou science engagement, ou science féminisme, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut délaisser la science par féminisme ? Ça veut dire qu'il y a une opposition, une polarité, une contradiction entre les deux ? Moi, je crois pas. Mon positionnement, c'est vraiment qu'il y a une nécessité de continuer la rénovation et l'élargissement des critères de la science, tout en gardant en tête que la science objective n'existe pas et
et que ça, cette objectivité est en leur, mais ce qui ne conduit pas pour autant à ce qui serait l'inverse un peu bête, à savoir que tout se vaudrait et qu'on serait dans le règne du subjectivisme. Et ça, je ne crois pas. C'est-à-dire, toute opinion se vaudrait, tout savoir se vaudrait, etc. Et moi, je dois avouer que j'ai encore des hiérarchies, à savoir que qui sont complètement liées à des méthodes. C'est-à-dire que tout en ayant posé cette espèce d'impossibilité de la science d'accéder à une certaine objectivité, je pose la nécessité de faire ce pari et de tendre toujours à, pas forcément plus d'objectivité, mais à quelque chose qui va être de plus en plus attesté, et notamment parce que la science n'est pas œuvre solitaire, mais collective. Et ça veut dire aussi qu'on passe par des procédures qui sont assez chiantes, de peer reviewing, d'expertise, mais qui va aussi être le sel de la vie, c'est-à-dire de collégialité. Alors, évidemment, c'est une scientificité moindre, mais aller bouffer avec les copines et parler de boulot, réellement et sérieusement de boulot, ça fait partie de la vie scientifique, non pas comme une expertise scientifique ou l'établissement d'un protocole expérimental, mais c'est un ensemble qui se nourrit et qui fait communauté. Ce qui veut dire qu'il y a des effets de soi et d'entre-soi, et de dedans et de dehors. Donc ce n'est pas parfait. Mais en fait, la science, c'est un processus permanent, qui ne va pas vers une perfection qui serait achevée, parce que si c'est achevé, ça ne marche pas. C'est une espèce de remise en question permanente, et une remise en question sur un temps extrêmement long. C'est-à-dire que l'on sait, quand on fait de la science, normalement, quand on a un peu de philo et d'histoire des sciences derrière soi, que le renouvellement des paradigmes, tel que l'a montré Thomas Kuhn dans la structure des révolutions scientifiques, il ne se fait pas par de grandes révolutions, il se fait par changement générationnel. Donc on ne le voit pas forcément de son vivant. Et ça, en fait, je pense que c'est quelque chose lors du temps long qu'il faut aussi avoir au niveau du militantisme, de la politique, / de l'engagement, parce qu'en fait, on voit très peu de choses de son vivant, on en voit déjà énormément, mais on ne voit pas forcément celles que l'on voudrait en plus. Alors, à ce niveau-là, est-ce qu'on peut choisir entre science et engagement ou science et militantisme? Ça n'a aucun sens. Parce qu'en fait, l'engagement ou le militantisme a besoin d'une bonne science. Et ça c'est vraiment mon coming out scientiste. On ne fait pas de bonne politique s'il n'y a pas quelque part, pas forcément en soi, pas forcément en étant partie prenante de ça. Et moi, je me considère comme scientifique plus que militante. Mais il ne peut pas y avoir de bon engagement ou de bon militantisme s'il n'y a pas une référence scientifique, non pas une personne, mais s'il n'y a pas des mécanismes d'attestation des savoirs qui servent à attester des savoirs. Et ça sert à ça, le fait d'avoir cette diplomation qui est longue, tout est perfectible là-dedans, tout est critiquable, discutable, c'est très très long de se faire une thèse, et en fait ce qu'on apprend, c'est qu'on apprend à penser. Ma thèse, elle a duré 5 ans. Un contrat doc, c'est 3 ans. Selon les disciplines, ça va de 3 à 8 ans, en moyenne. C'est long. Alors, c'est aussi long pour des circonstances extérieures. Est-ce qu'on est payé pour le faire? Est-ce qu'on est en contrat doc? Est-ce qu'on se retrouve... Ça, c'est très vrai pour les sciences humaines, qui sont peu financées. Est-ce qu'on se retrouve en même temps à travailler ailleurs? Donc, évidemment, on a moins de temps, en fait. Donc, voilà. Mais c'est long. Et donc, si c'est long, ça veut dire ça prend du temps. Et c'est un temps qui, d'une certaine manière, est incompressible. C'est-à-dire qu'on a besoin de ce temps, non pas parce qu'on va traiter une question, mais parce qu'on apprend à penser. Et je vais vraiment être très désagréable, mais c'est quand même... Je ne pense pas qu'il n'y ait que la diplomation qui apprenne à penser, mais je ne pense pas que tout le monde apprenne à penser tout au long de sa vie non plus. Voilà. Et ça ne passe pas forcément par cette institution-là, et ce n'est pas d'apprendre à penser exactement qu'il s'agit, il s'agit d'une façon très particulière d'apprendre à penser, qui n'est pas la même selon les disciplines et même les sous-champs, etc. C'est celle qui permet d'aller vers des savoirs attestés, et qui est nourrie par cette communauté scientifique qui peut être très cruelle. C'est une autre chose, en fait, l'intersubjectivité scientifique, mais qui... au-delà de nous-mêmes, va vers l'attestation de savoirs qui ne seront jamais vrais, ça n'existe pas la vérité, mais qui seront les plus fiables à un moment. Et peut-être qu'ils resteront très fiables, c'est un paradigme ça, enfin c'est qu'ils vont entrer dans un paradigme. Bon, si c'est tel texte est écrit en telle année, a priori c'est incontestable, et encore, on a toujours des surprises. Moi, j'avais dit à un copain il y a des années que finalement les sciences humaines étaient plus sûres
que les sciences naturelles, puisque finalement, on sait ce qu'on a fait. Voilà, c'était un peu pour le taquiner, il a rien compris, il s'est fâché. Il était même pas en physique, c'était rigolo, quoi. Il y avait un type sur l'arrêt du bus, le type à côté était mort de rire, il avait compris. C'est amusant. Mais il y a ce... Voilà. C'est parce que c'est pas une personne, mais que c'est en fait un processus de validation, comme il y en a énormément aujourd'hui, qui sont très lourds, dans les administrations, dans les processus qualité, etc. Et ce sont des caractéristiques de société moderne, et je pense qu'on en a besoin. Donc, finalement, l'engagement... l'engagement, la question c'est est-ce que l'engagement il fait sortir ou pas du processus de validation. Mais en fait le processus de validation il va exclure ou non. Mais en fait, je pense que quand on fait quelque chose, on le fait mieux quand on a envie que les choses soient bien faites, en fait, tout simplement. Bon mais là je rentre dans le psychologisme, c'est pas ça qui est intéressant. Mais ça voilà, donc pour moi il n'y a jamais de choix à faire entre militantisme ou science. Il est évident qu'on a besoin de la science pour le militantisme. Donc il n'y a pas de choix à faire, c'est très simple. Ceci étant dit, ça ne résout pas tout. Et là, quand je parle de coming out scientiste, c'est encore autre chose. Le scientisme, ça a plusieurs formes, et là, moi, je suis vraiment 19e. Et c'est-à-dire que le scientisme n'est pas forcément le positivisme. On a un sens très large de positivisme qu'on ramène un peu à scientisme, avec une petite nuance, qui est en général... donc le positivisme, c'est la religion de l'humanité d'Auguste Comte, et qui est une religion fondée sur la science, mais c'est une religion. Moi, je suis pas du tout positiviste. Hein. Et pour le coup, j'en ai croisé des positivistes. Hein. Je veux dire, Auguste Comte et c'était Renan, on se retrouve de temps en temps en colloque. Hein. C'est pas... Il n'y a pas de contradiction majeure. Renan n'était pas positiviste. Mais ce qui se passe, c'est le scientisme, pris dans son sens strict, n'est pas une religion, il est de l'ordre d'un idéal. Alors, on peut voir ça d'une manière qui serait celle d'une foi, sans contour, par exemple, ou sans forme. Pour moi, c'est un idéal. C'est-à-dire que ça dessine un horizon qui est de travailler pour les autres. Et quand je dis un horizon, c'est qu'en fait, le scientisme, il croit à une temporalité qui est longue. Et c'est-à-dire que la question, c'est qu'est-ce qu'on va faire pour nos descendants, descendantes, qu'est-ce qu'on fait pour l'avenir. Et là, en fait, ce qu'on peut faire quand on est scientifique, comme je le suis pour le moment en tout cas, et comme j'essaie de le rester, là, on est sur des circonstances professionnelles, c'est pas de ça dont je parle, c'est pas ça qui est intéressant, mais le scientisme, il croit que la science ne va certainement pas sauver l'humanité, il faudrait certainement pas avoir cette naïveté, mais en tout cas, qui peut être un repère transséculaire et à travers le temps. Et en sachant aussi qu'il sera malmené, que les savoirs d'aujourd'hui seront malmenés par les avancées de demain. Et là, c'est vraiment là que ça devient un vrai coming out scientiste, c'est-à-dire que là, on est dans une ère qui est fascisante, je ne veux même plus dire pré-fasciste à ce stade-là, et je crois profondément, à la suite d'Umberto Eco, évidemment, c'est pas moi qui peux penser des trucs aussi malins, qu'une des caractéristiques du fascisme, c'est de ne plus savoir quoi croire. Ce n'est pas qu'on croit quelque chose de faux, c'est qu'à force d'avoir cru des choses fausses, de voir ou d'avoir été trompé, on ne sait plus quoi croire. Et c'est en ce sens que je suis scientiste, c'est-à-dire pour qu'il y ait des choses auxquelles se rattacher, qui sont peu de choses, qui ne sont pas forcément utiles au quotidien, qui ne donnent pas de voie à suivre politique, ou pas complètement, parce que quand même, je sais pas moi, savoir calculer les effets d'une réforme, ça se fait en sociologie, hein. Voilà. Et là, je veux dire, c'est de la science, la sociologie. Hein. Alors, et comme toute science, il y a des choses qui sont discutables, mais c'est pas discutable de n'importe quelle façon et par n'importe qui. C'est pas le règne de l'opinion, en fait. C'est pas... je me rappelle d'une discussion avec une personne de ma famille à qui j'expliquais un peu la pensée de la nature depuis Beauvoir. On est quand même sur 70 ans, presque 80 ans de pensée philosophique de la nature, et qui m'a dit « Non, je suis pas d'accord. » On s'en fout, en fait. Tu vois, je veux dire, ça dit juste que, voilà, que tu ne reconnais pas un discours scientifique. Ça ne dit rien d'autre que ça. Il ne s'agit pas d'être d'accord ou pas. Il s'agit de discuter scientifiquement. Ce qui ne veut pas dire que tout le monde ne peut pas le faire, mais ça veut dire qu'il faut adopter ces méthodes-là, qui parfois sont formelles, et ça c'est un problème, qui exclut, qui ferme la porte, etc., mais qui en fait sont d'abord méthodologiques. Et c'est pour ça que moi je veux dire, je suis vraiment pour une science ouverte, dans le sens, avec beaucoup de moments de médiatisation, c'est ce que je fais sur cette chaîne, hein. Et aussi avec science ouverte dans le sens mettre les textes en ligne, sur HAL, en open source,
qu'il y ait des numérisations très larges des textes que l'on étudie, etc. Ouais, je veux dire, pour que tout le monde s'en empare au maximum. Je ne comprends pas pourquoi il y a des abonnements à des revues scientifiques et pourquoi tout n'est pas en ligne, accessible pour tout le monde. Voilà, ça, très clairement. Aaron Swartz, merci. Et ça, c'est un combat à continuer très, très, très clairement. Et il ne faut pas l'oublier, surtout dans un temps où X/Twitter, comme Meta/Facebook et Insta, sont vraiment en train de virer, là, de bord. On a besoin de tout ça, là, qui est en train de se passer. Enfin, on a besoin d'avoir autre chose que ce qui est en train de se passer, exactement. Et donc là, en fait, dans une espèce d'ère où on ne va plus rien croire, ça ne va certainement pas aider à chaque chose du quotidien. Mais en revanche, je pense qu'on a besoin d'abord individuellement d'avoir des espèces de boussoles épistémologiques et de se rappeler qu'il y a des choses qui sont qui ne sont pas. Et qu'on a besoin de la même façon, mais c'est à un autre niveau et pas forcément les mêmes, d'avoir des boussoles morales, qu'il y a du bien et du mal. Voilà. Et par exemple, c'est mal de torturer les gens, c'est mal d'être négationniste. Point barre. Voilà. Ça me paraît... Voilà, certain. Et ça, c'est un jugement moral. Ou politique, c'est pas exactement la même chose. Là, ça va vraiment se jouer sur ces choses-là. Alors, qu'est-ce que moi, ça m'amène au quotidien? Ça m'amène une espèce d'idéal qui me fait du bien. Voilà. Et là, moi, j'ai dit à plusieurs reprises aux copines, et c'est quelque chose qui me paraît vraiment important, ah ben dis donc, c'est dur la pré-thèse, c'est dur la thèse, mais le conseil que je répète, on se fout un peu de ma gueule aussi, mais moi, enfin, bon, on se fout pas de ma gueule, je pense qu'on me taquine, mais c'est sois une huître. Parce que quand tu es ton huître, t'as ta coquille, je suis en mime de l'huître, t'as ta coquille, t'es dedans ta coquille, t'es protégé, poum 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 de l'extérieur, t'es pas en train de te battre, t'es protégé, et en dedans de ta coquille, tu fais ta perle. Et pour moi, la perle, c'est mener mon projet scientifique la façon dont je veux faire de la science. Donc, par exemple, là, c'est ce dossier que j'ai envoyé. Mais pour moi, il est au-delà du dossier, en fait. Le dossier est une trace de cette espèce de perle du projet que je porte en moi et que je veux dérouler. Et l'huître, elle est ballottée par les flots, en attendant de pouvoir s'ancrer quelque part, ça savoir un poste, quoi, de mener plus tranquillement son développement de la science, quoi, en gros. Bon, c'est une image super kitschouille, mais qui fait un bien fou. Quand on est... Enfin, ça fait 5 ans que j'ai soutenu ma thèse maintenant. Je suis pas du tout à plaindre, mais c'est pas facile de faire des dossiers de candidature tout le temps et de pas exactement savoir ce qui va se passer pour la suite, alors même que je suis déjà extrêmement favorisée, privilégiée du fait d'avoir décroché un postdoc aussi long, c'est-à-dire de 3 années. Voilà. Donc ça, c'est des choses qu'on ne voit pas, qui nécessitent pas forcément qu'il y ait des plaintes ou quoi, mais voilà, qui permettent aussi de se dire, je pose les rails de ma propre recherche, non pas pour me faire plaisir à moi, mais parce que ça va permettre de construire un objet, une démarche, etc. Dans un cadre beaucoup plus général, hein, on est dans l'océan quand on est une huître, et quand on est une huître, on a des copines huîtres, et on est dans le grand parc à ostréiculture, avant d'être sur la petite barre. Enfin, moi je suis une huître plutôt sauvage, je crois. C'est un peu ça qui va se passer. Et puis après, je leur dis à la fin, quand tout le monde est consolé, machin, on se requinque. Oui, puis l'huître aussi, c'est une métaphore de Dieu chez Renan, et là tout le monde rigole et on se tape les cuisses. Bon. Mais ce qui m'amuse surtout dans cette image, ce que je vois de plus en plus, en fait, c'est comment vivre au présent un temps long. Alors, un temps long, quelques années, c'est pas un temps long, mais c'est pas facile quand on vit au présent, et comment vivre dans des temps beaucoup plus longs, c'est-à-dire, en fait, la science, c'est la temporalité de nous, on vit au quotidien, etc., comme tout le monde, mais c'est en même temps réfléchir à le projet pour le CNRS, je mets en place un calendrier sur 10 ans. Enfin, tout le monde met en place un calendrier sur 10 ans, pas spécialement moi. C'est dans la règle de ce qu'on doit faire. Donc c'est long. On commence à atteindre une envergure, et il ne s'agit pas de dire je vais faire plein de choses, c'est d'avoir en fait plutôt une ambition qui va amener à ça. Et en vrai, là, moi je veux dire, là, je ne pense plus là du tout ce que je fais et mes activités en termes de ça va être bon pour un poste ou quoi. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait une espèce d'harmonie, de mise en place, d'élaboration de quelque chose qui pourrait être assimilé d'un peu loin à une œuvre. Voilà. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est très renanien, ça. C'est que je vais développer chaque axe de cette réflexion les uns après les autres. Je rêve pas. Ce que j'ai pensé, là, maintenant, depuis 5 ans que je fais ce projet de recherche-là, et qu'en fait, je le travaille, notamment par le gaz, etc. Tout ça, ça fait partie de cette recherche-là.
je ne repenserai pas depuis une tabula rasa. Ah, il y a un moment où il y a une fixité du fait d'avoir pensé les choses et de les approfondir. Et en même temps, cette fixité, elle est inévitable parce qu'on a bien besoin de l'approfondissement. C'est comme ça. Ça fait partie de la cognition, ces phénomènes d'époque, l'époque nous fait, etc., nous défait aussi. Voilà, mais voilà, ça fait partie des circonstances qui sont inévitables pour tout le monde. On est aussi des produits de circonstances. La petite huile dans la mer, hein, il y a des courants. Et bon, voilà, on me pardonnerait la métaphore, hein, l'image. Alors que les ciliades autour de moi, je suis un chantier dans un chantier. Et donc là, moi, finalement, je commence à vraiment me dire maintenant, on va vers des temps qui vont être vraiment incertains et qui sont très inquiétants, mais il faut qu'on tienne. Individuellement, c'est pas facile, dans ma propre vie, de pas savoir ça va marcher, machin, qu'est-ce que je fais l'an prochain. Bon, voilà, mais ça c'est anecdotique, on s'en fout, quoi. Mais collectivement, c'est franchement pas fun. Et moi, je définis de plus en plus mon rôle, ou mon utilité, ou le peu d'utilité que je peux avoir dans le fait de faire des choses qui peuvent permettre à d'autres gens d'avoir, non pas une boussole morale ou politique, c'est pas mon rôle, mais une boussole épistémologique. Et vraiment, c'était une blague que j'avais avec Claude, je lui avais consacré une vidéo il y a quelques temps. Ça avait été une boutade et c'est vraiment devenu quelque chose de sérieux pour moi, mais moi je prends beaucoup trop au sérieux les blagues. Claude m'avait dit, oh là là, toi tu fais de la science pour faire de la politique. C'était pour me taquiner. Et je lui avais répondu, mais enfin Claude c'est tout l'inverse, j'ai l'air de faire de la politique pour faire vraiment de la science. Et il avait rigolé, ça lui avait beaucoup plu. Et il savait que j'étais vraiment sérieuse, il relisait tous mes dossiers de candidature. Et j'en avais des compliments. Mais surtout un soutien scientifique et amical qui me manque énormément. Là, ce qui se passe, c'est vraiment ça. Il ne s'agit pas de faire... Enfin, le contexte politique m'amène, en tout cas personnellement, me conduit à plus de scientisme. C'est-à-dire que d'une certaine manière... Alors ça a aussi été la lecture de Michel Ledeuf et du sexe du savoir, qui a été un livre pour moi qui a été très fort là ces derniers mois. Mais pour moi, la question est vraiment d'approfondir cette démarche scientifique parce qu'elle peut aussi nous permettre, non pas de sortir d'une crise politique, ça c'est pas vrai, mais en tout cas d'avoir des formes de boussole et de préparer un avenir qui ne sera pas forcément le nôtre, qui ne sera même pas forcément celui des enfants actuels, mais qui sera peut-être, on ne sait pas, quelque chose de l'ordre des archives du futur. Et je crois que s'il doit y avoir un espoir, il n'y en a pas beaucoup, il y a beaucoup de fatigue aussi, et énormément d'inquiétude, s'il doit y avoir un espoir, c'est là-dedans. Dans ce fait de se dire, peut-être qu'on est en train d'aider et de diffuser de la science, et ça a du sens, dans une ère de doute, de diffuser de la science, et de pourquoi on fait de la science, et quelle importance ça a la science. Et ça, moi je crois que ça prépare aussi un peu demain. Et c'est pour ça que je me lève le matin, alors pas toujours tôt, mais c'est ça qui me fait continuer, même quand c'est difficile, et c'est ça l'idéal vraiment que je partage. C'était mon coming out scientiste. Je vous dis à bientôt.